Prise 1. Bienvenue à La Quête, le podcast scientifique et ludique guidé par la perpétuelle recherche de performance sportive. On est content de partager ça avec vous. Merci d'être là. Frank, Ouais. aujourd'hui, courbature. Ouais. Le sujet du jour, parce que je pense que c'est un sujet qui est pas clair pour beaucoup de gens, autant pour les clients, les athlètes ou même les coachs. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça arrive? Est-ce que c'est bon d'être raqué? Est-ce qu'il faut être raqué? Plein de questions à démystifier. Mais pour commencer, courbature, qu'est-ce que c'est? Parle-moi un peu de ça. Certainement. Courbature, c'est très simple. C'est le message que ton corps t'envoie pour te dire que tu en as trop fait. Okay. Fait que si tu es courbaturé, ça veut dire que tu es allé trop loin dans l'effort, soit en durée, soit en volume ou soit en intensité. Puis quand je parle d'intensité, je parle de souvent une forme de contraction, la contraction excentrique. Fait que la contraction excentrique vient d'une contraction musculaire et d'une élongation en même temps. Fait que l'exemple le plus simple, c'est le biceps. Tu as un poids dans ta main, tu descends le poids vers le sol, ton biceps a fait une contraction excentrique. C'est possible d'être raqué avec d'autres formes de contraction concentrique ou isométrique. Rapidement, concentrique, c'est mettons le poids qui se rapproche de toi pour un biceps. Puis isométrique, ça serait juste tu crées de la force sans avoir de déplacement. C'est possible d'être raqué dans chacune des trois phases d'un mouvement musculaire normal, mais la contraction excentrique est celle qui est le plus propice à créer des courbatures. Okay. Et les courbatures, donc, puisque ta question c'était c'est quoi les courbatures, c'est une réponse inflammatoire transitoire à un effort qui a été perçu comme traumatisant par ton corps, qui dure 24 à comme 96 heures environ après l'activité. Et là, tu vas avoir une grande tension musculaire, ton amplitude articulaire va être réduite, ta capacité à générer de la force va être réduite. Bref, tu vas être moins performant à l'entraînement. OK, super. Si on parle de raquage dans le point... Attends un peu, Victor. Depuis tantôt, j'ai un stress, là. Vas-y. Je suis sûr que c'est fou, là. Ouais. OK. C'est beau? Rick, Et là, retourne voir. Tu sais, parce que l'autre fois, on pensait que c'était être proche. Finalement, c'est pas ce fantasme. C'est ça, exact. OK. Ouais. OK. Fait qu'on parlait de raquage. Super. Là, la question, c'est est-ce que c'est bon d'être raqué? Parce que souvent, les gens vont au gym, ils vont s'entraîner, ils vont sortir soit raqués en disant « Oh, bonne séance Mm-hmm. ou soit l'inverse, « J'ai pas été raqué, j'ai peut-être pas poussé assez, Ouais. peut-être que j'aurais pas l'adaptation face à mon entraînement. Ouais. » C'est quoi la ligne? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ben, je vais séparer ma réponse en deux. Je vais dire qu'il y a des fois où est-ce que tu souhaiterais être courbaturé, puis il y a des fois où est-ce que tu ne souhaites pas être courbaturé. Okay. Mais avant de dire chacune des deux réponses, je vais dire c'est pas obligé que tu sois raqué pour avoir les effets positifs de ton entraînement. Ça, c'est vraiment important de mettre l'emphase là-dessus. Être courbaturé n'est pas un signe d'un entraînement qui a été bien accompli. Okay. Maintenant qu'on a enlevé ça, on retourne à nos deux réponses. Pourquoi tu voudrais être courbaturé puis pourquoi tu voudrais pas être courbaturé. Si on commence avec la réponse du « je veux être courbaturé », c'est probablement parce que tu es quelqu'un qui fait du bodybuilding ou qui cherche à accroître sa quantité de masse musculaire. Et on sait que pour ça, il faut créer beaucoup de déchirures musculaires pour que le corps ait les adaptations de bâtir plus de muscles. Donc, dans ce cas-ci, on voudrait être courbaturé un minimum. Sinon, peut-être qu'il s'est rien passé. Un autre contexte où est-ce qu'on voudrait peut-être être courbaturé légèrement, c'est quand on est en réhabilitation, en retour de blessure, puis qu'on applique une surcharge progressive sur notre bobo blessure. On veut ressentir peut-être un petit peu de douleur qui va ressembler un peu à une courbature, puis appliquer une surcharge progressive dans le temps, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce qu'on ne ressente plus rien parce qu'on est revenu comme à notre fonction normale. On se déplace, on va à la réponse du « non, tu veux pas être courbaturé ». Puis, le gros que je veux dire là-dessus, c'est que si tu es courbaturé, ça vient avec une phase où est-ce que ta performance est amoindrie, comme je t'expliquais en début d'épisode. Fait que si tu es amoindri, ça veut dire que tu peux pas refaire d'autres bons entraînements pendant que tu es courbaturé. Donc, si tu y vas trop fort, mettons le lundi, du mardi, mercredi, puis peut-être même jeudi, tu es amoindri, tu peux pas faire une autre grosse séance, tu en fais une vendredi, tu recommences à être courbaturé samedi, dimanche, lundi, bien au fond, tu as eu 2 bons entraînements dans ta semaine. Alors que si tu fais des entraînements qui sont mieux adaptés, tu peux peut-être les enchaîner 3, 4, 5,
peut-être même 6 fois dans ta semaine. Donc, ouais. à terme, sur l'aspect chronique de l'entraînement, ben là, tu risques d'avoir beaucoup plus d'effets positifs de ton entraînement. Parce que la constance, c'est la clé, dans le fond, pour Exactement. l'adaptation. Fait que Ouais. si tu t'entraînes trop courbaturé, ça affecte ton séance d'après. C'est ça. Tu as 2 gros envois de signalement dans ton corps de comme adapte-toi parce que c'est intense, mais tu as aussi beaucoup de temps où est-ce que tu peux pas vraiment t'entraîner. Donc, à terme, tu as juste un moins bon entraînement. Là, ça, c'est 2 raisons pour lesquelles je voudrais pas être courbaturé ou courbaturé. Si, disons que j'ai un événement de CrossFit, un défi de vélo, je manque de préparation, j'ai pas eu le temps, est-ce que ce serait une bonne idée de en faire un peu trop, un peu vite pour avoir moins de courbatures lors de l'événement, ou c'est une mauvaise idée de faire ça? Ben, tu sais, si tu t'es pas assez entraîné pour l'entraînement, il est peut-être un peu tard. Mais je dirais que si tu avais le temps de t'entraîner pour ce genre d'événement-là, tu voudrais exposer ton corps à ce à quoi il a affaire à ton événement. Fait que, mettons, je prends ton exemple de CrossFit qui est excellent. Tu as souvent 2, 3, peut-être même 4 entraînements au sein d'une même journée. Donc, les chances sont qu'à la fin de la journée, ou en tout cas le lendemain, tu vas être pas mal magané, tu sais. Donc, essayer de simuler ça à l'entraînement quelques semaines, quelques mois avant l'événement pour habituer ton corps à ce genre de demande-là, ça va effectivement mener à une baisse des courbatures parce que le corps réagit à ce genre d'entraînement-là qui crée beaucoup de courbatures pour se protéger. Ça s'appelle le repeated bout effect. Ça veut dire que si tu lui présentes 2 fois le même stimulus, la deuxième fois risque d'être un petit peu moins pire. Puis c'est peut-être un petit peu contradictoire avec ce qu'on disait en début d'épisode où est-ce que tu es très courbaturé, tu as une moins bonne performance, très courbaturé, moins bonne performance. Le corps s'adapte effectivement, mais si tu continues à appliquer un trop grand stimulus, puis tu fais toujours augmenter l'intensité puis le volume, ben à un moment donné, il n'y a juste pas d'adaptation parce que tu es juste constamment perturbé. Fait qu'en programmation, je pourrais l'implémenter dans mon truc, mais je pourrais pas vraiment, ou du moins c'est pas une bonne idée de le faire genre une semaine avant. Non, c'est ça. C'est vraiment une question de timing. Tu sais, si tu as un événement de course en sentier, par exemple, de, je sais pas, mettons 50 km, tu sais que tu vas être raqué si tu fais rien. Tu sais, tu vas arriver là puis tu vas finir ses genoux. Tu sais, fait que tu vas vouloir quelques semaines avant donner ce genre de stimulus-là à ton corps pour le préparer pour que le jour de l'événement, ça aille bien. Fait qu'il y a une composante de timing, puis souvent on suggère, mettons, rien de très, très traumatisant dans les 7, 10, 14 jours avant l'événement pour juste arriver frais. Puis après ça, le mois avant, là, donc 6 semaines avant ton événement, 2 semaines plus 4 semaines, là, tu peux vraiment essayer de répliquer ce que tu vas affronter pour que les adaptations soient encore relativement proximales à ton événement. Tantôt, tu disais qu'en hypertrophie, on voudrait peut-être être un peu courbaturé. Mais as-tu des bénéfices précis de s'entraîner courbaturé, maintenant? Ben, s'entraîner courbaturé, je pense pas, puis il y a peut-être des choses que j'ignore, là, mais mon rationnel, c'est si tu es vraiment courbaturé, tu peux moins produire de force ou de puissance. Donc, probablement que ton entraînement va être de moins bonne qualité. Mais si tu recherches la déchirure musculaire maximale, peut-être que de faire 2 fois un entraînement, mettons, tu fais un entraînement, mettons, on va dire chest puis biceps, genre. Tu fais ton chest biceps lundi. Puis là, mercredi, t'es encore un petit peu raqué, mais c'est le temps de refaire ton chest biceps parce que le mardi, t'as fait jambes, dos, whatever. Fait que là, t'arrives à mercredi, puis le chest biceps, là, tu le fais. Donc, t'es déjà encore un petit peu courbaturé, puis tu vas vraiment venir, si tu fais une amplitude complète, redéchirer un peu tes muscles, puis peut-être que ça va créer plus d'adaptation, mais ça, c'est purement spéculatif de ma part, mais c'est quand même une réflexion intéressante à avoir, mais je pense vraiment que c'est uniquement dans un contexte d'hypertrophie que s'entraîner raqué, c'est pertinent. OK. Puis admettons, là, comme je suis raqué, j'ai trop fait d'entraînement, je suis pété, je te texte, « Yo, Frank, hier, lunges, too much. Je suis tout cassé, mais j'ai un événement X qui s'en vient, je vais être prêt. Qu'est-ce que je peux faire comme technique pour récupérer? Parce que je devrais faire des techniques de récupération ou non? Ben, tu sais, encore là, la réponse est très contextuelle. Si tu es dans une phase d'entraînement, je dirais que tu veux juste laisser la chance à ton corps de s'adapter. Si tu es dans une phase de compétition, là, peut-être que c'est intéressant d'avoir des stratégies de récupération pour limiter les courbatures au maximum afin de te permettre de répéter l'effort dans la plage de compétition que tu as à faire, tu sais, que ça soit 24,
36 heures, peut-être, Okay. ça dépend. Là, si des fois, tu fais, mettons, un défi de vélo comme Bonneville, tu le fais en 2 jours, genre. Ouais. Mais la journée 1 risque de créer une fatigue importante. Puis si tu fais rien, peut-être que le jour 2, tu vas te sentir un peu courbaturé. Fait que tu pourrais, à la fin de la journée 1, faire quelques interventions pour réduire les courbatures pour que le jour 2, tu sois frais et dispo. Fait que les stratégies classiques, il y en a quelques-unes. Il y a de l'immersion dans un bain froid, donc dans l'eau froide, environ 15 degrés, puis environ une dizaine de minutes. Tu as ensuite de la compression. Souvent, ça va être sur les mollets, des bas de compression ou des manches, peut-être si tu es un nageur, par exemple. Okay. Il y a des composés alimentaires que tu peux manger, des nitrites, qui vont réduire l'inflammation. Il y a aussi des électrodes, stimulation, mettons des mollets, qui vont promouvoir un flot sanguin général qui va peut-être être bénéfique pour réduire les courbatures. Et finalement, tu peux toujours aller avec des Tylenol, donc des anti-inflammatoires. Advil ou Ouais, exactement. Tu veux juste avoir une diminution de l'inflammation parce que, comme j'expliquais en début d'épisode, c'est la réponse inflammatoire qui crée la douleur et non pas les petites déchirures en tant que telles. Fait que si tu enlèves la réponse inflammatoire, ça va faire moins mal. T'sais. Puis tu parles de nutrition, est-ce que le lendemain que je suis courbaturé ou la journée même que je suis courbaturé, est-ce que je veux diminuer mon apport calorique? Est-ce que je veux l'augmenter? Comment je veux être? Ben, clairement, tu veux être stratégique. Fait que ça Ok. dépend de tes objectifs en général. Tu sais, c'est dans un processus de perte de poids pour un combat, par exemple. Ouais. Là, il faut que tu fasses attention. Mais si tu es dans l'entraînement en général, je pense que tu veux surtout espacer tes entrées alimentaires dans la journée. Plutôt que de prendre 3 grands repas, de prendre 5-6 petits repas pour que tu Ok. envoies souvent des signalements à ton corps de créer des nouveaux blocs Lego là, de muscles, on va dire, parce qu'il y a une association entre ce que tu manges et une réponse de construction musculaire. Donc, si tu envoies ce message-là plus souvent dans la journée, ben, peut-être que ça va favoriser la récupération. Mais je veux pas être non plus sous-calorique, en fait. Ben, je dirais non, parce que c'est rarement possible pour le corps de créer du nouveau tissu dans un contexte de déficit calorique. Ok. Fait que tu voudrais pas, à moins vraiment d'être dans un contexte où est-ce qu'il faut pas que tu prennes de poids, si tu es dans un sport de catégorie Ouais, de poids, c'est ça. par exemple, ou mettons que tu essaies de piquer pour un événement de vélo, où est-ce qu'il faut que tu montes des cols, ouais, tu vas chercher à être le plus léger possible. Donc, il y a, il y a un petit dilemme sur ça. Par contre. Mettons, bain chaud, massage Ouais. pour la récupération, ça, c'est un thing? Ben- C'est moi tout seul chez nous qui pense que ça fonctionne? Ouais, exactement. Ben, ce qui est drôle avec le massage, c'est qu'il y a une composante subjective. Fait que si toi, tu penses que le massage, ça t'aide, ça va t'aider. Donc, il y a un effet ouais. placebo au massage plus que... Tu sais, toutes les manœuvres de récupération vont avoir un effet placebo, mais le massage, c'est celui qui est en tout cas, le plus individuel dans la réponse. Fait que ceux qui croient vraiment que le massage, ça les aide, Ouais. ben, ça marche un petit peu plus sur eux que quelqu'un qui est comme, ah, moi, les massages, bof, tu sais. Parce que le documentaire Tour de France, tu te Ouais. rends compte que tous les gars se font masser à la fin, Ouais, exact. toute la gang. Ouais. Mais tu sais, après ça, il y a une composante de s'il y a des zones musculaires qui sont plus tendues, ben peut-être que ça peut développer un problème au cours des jours parce que tu sais leur volume est tellement gros Ouais, que ouais. c'est aussi dans un aspect de prévention. Ok. C'est pas vraiment dans un aspect de prévention des courbatures parce que ces gars-là, ils ont des volumes d'entraînement immenses. Donc, les étapes du Tour de France sont pas tant traumatisantes pour leur organisme parce que l'organisme est vraiment prêt. Tu sais. Fait qu'en résumé, je veux pas avoir de technique pour récupérer plus vite si je veux avoir l'adaptation C'est ça. à l'entraînement que j'ai fait. Exactement. Mais si je suis dans un contexte où j'ai pas le choix d'être performant, Ouais. CrossFit, événement de vélo, de course, peu importe, puis sur plusieurs jours, je veux pouvoir mettre en place temporairement des techniques pour pouvoir récupérer. Exactement. Puis la nuance que j'ajouterais aussi, c'est dans un contexte de taper, donc où est-ce que l'affûtage en français, où est-ce que la compétition approche vraiment, tu pourrais venir intégrer des manœuvres de récupération pour être sûr d'être vraiment, vraiment frais au jour J. Vu que le volume est bas, puis l'intensité... Ben, en fait, c'est que souvent, avant ton affûtage, tu as une hausse du volume. Ouais. Puis après ça, là, tu es un peu pété pendant ton affûtage. Puis après ça, comme l'avion atterrit au bon moment, au jour J, idéalement, tu sais. Mhm. Donc, d'appliquer des stratégies de récupération pendant ton affûtage te permettrait peut-être d'augmenter même ta performance à terme. OK, super. Puis, si je veux peut-être faire la différence entre une blessure et une courbature, parce que tu sens que tu as travaillé la veille, mais là, qu'est-ce qui me dit que je suis raqué? Qu'est-ce qui me dit que je suis peut-être blessé au niveau de l'articulation? C'est quoi les signes que je peux voir qui peuvent m'aider à savoir? Ouais. La blessure traumatique, disons, va arriver pendant l'exercice. Donc, Ok. tu vas faire quelque chose, puis ça fait « Ouh, ça fait mal ». Ça, c'est probablement D'un pas coup, une courbature. Ouais, d'un coup, puis pendant. La courbature va surtout s'installer
après 6, 12, 24 heures après l'activité, à moins d'un contexte extrême où est-ce que l'activité est très longue ou extrêmement traumatisante, ça se peut que tu ressentes même une certaine forme de courbature pendant, tu sais. Mais règle générale, ça vient après. Puis aussi, les courbatures sont exclusivement musculaires. Donc, tu vas jamais être courbaturé d'un os ou d'un ligament ou, tu sais, raqué du genou, non. Tu seras jamais raqué du genou, tu sais. Donc, ça va toujours être les muscles. Et il y a aussi une réponse prévisible où est-ce que tu vas faire ton activité traumatisante, là, tu vas te sentir fatigué, puis après ça, tu vas peut-être te réveiller, puis là, ouf, tu vas sentir que c'est différent, que c'est de plus en plus sensible. Donc, cette sensibilité-là va augmenter pendant 24, 48 heures, puis après ça, elle va redescendre naturellement pour 2-3 jours après. Donc, cette courbe-là naturelle de augmentation puis réduction de la douleur, elle est prévisible et elle est normale. Versus la blessure qui va rester stagnante ou même augmentante. Ou même augmentée, exactement. Si, Okay. ça a vraiment été traumatisant. Okay. Donc, c'est un petit peu comme ça que je le dirais. Là. OK. Je me rappelle, il y a 2 semaines, je pense que je t'ai écrit, je fais des sprints de vélo, des 30-30. J'étais hyper raqué. C'est une des premières fois que je le faisais. Fait que c'est super traumatisant pour mes muscles. Et je t'ai écrit parce que j'ai une séance de vélo. Zone 2 relax à prévoir. Puis je me disais, est-ce que ça vaut la peine que j'y aille, étant donné que je suis déjà raqué? Et là, tu m'as expliqué brièvement les types de fibres 1 et 2, évidemment, qu'on a dans nos muscles. Et tu me disais que ça se pouvait que tu aies juste le type, mettons, 2 de fibres qui soit raqué et qu'aller faire une séance de type de fibre 1 allait être quand même correct. Et peut-être même bénéfique. Peux-tu m'expliquer, je peux-tu être juste raqué type 1, juste raqué type 2 ou c'est quand ça fonctionne? C'est une bonne question. Pour avoir la réponse, je vais faire la distinction entre fibre 1 et fibre 2. Fait que je vais mettre ça en 2 grandes familles. Il y a plusieurs sous-composantes de ces 2 familles-là, type 1 et type 2, mais je rentrerai pas dans les détails. On va juste catégoriser ça en 2 types de fibres. Fibre 1, fibre endurante, qui utilisent l'oxygène, sont de style aérobie, sont pas très fortes, sont pas très explosives, mais ils sont vraiment résistantes à la fatigue. Fibres de type 2, un petit peu plus grosses, plus de type sprint, plus de type explosif, se fatiguent plus vite et vont être un petit peu plus blessés longtemps, blessés dans le sens courbaturé, tu sais, parce que tu les utilises pas autant souvent que les fibres de type 1. La raison pour ça, c'est qu'il y a un continuum de recrutement de fibres en fonction de l'intensité de la contraction. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as une contraction vraiment facile, mettons, je prends mon ordi dans mes mains, c'est pas très lourd, j'ai sûrement utilisé exclusivement des fibres de type 1. Mais si je prends la barre qui est derrière nous, qui est nettement plus lourde, puis que j'essaie de la lever, je vais recruter tout le spectre jusqu'à fibre 2, jusqu'à ce que je sois capable de la déplacer, si je suis capable de la déplacer. Ça veut dire que pour les contractions intenses ou explosives, tu vas recruter de 1 à 2. Mais pour les mouvements de faible intensité, ben, tu peux rester juste fibre 1. Donc, ça te permet d'épargner les fibres 2 pour qu'elles récupèrent pendant que tu fais une activité de type 1. Je passe de 1 à 2, mais je passe pas de 2 à 1. Exactement. Si tu as 2, tu as 1, mais tu peux avoir 1 sans 2. Super. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, tu as fait tes 30-30, donc tu as fait quand même des accélérations plusieurs fois, tu as sûrement fatigué tes fibres de type 2, ben si tu faisais une zone 2 facile, comme tu disais, avec, mettons, pas de côte puis pas d'intensité, tu pourrais recruter majoritairement juste tes fibres de type 1 pour ainsi laisser la chance à tes fibres de type 2 de récupérer, mais de quand même avoir un volume de travail aérobie qui soit pertinent puis qui construise ta base aérobie dans ta semaine. C'est intéressant, ça. Puis, je vais rajouter 2 choses parce que dans une autre question qu'on a parlé, j'ai pas mis l'accent autant que j'aurais voulu, c'est inflammation égale adaptation. Donc, si, à ta question, est-ce que je devrais ou pas gérer les courbatures, je voulais juste rendre ça simple que si tu veux les adaptations de ton entraînement, tu dois laisser place à la phase inflammatoire. Fait que je voulais juste vraiment mettre la phase là-dessus parce que c'est quand même une distinction importante. Mais je pense que beaucoup de clients ont tendance à voir l'inflammation comme étant quelque chose de négatif. Ouais, vraiment. C'est très comme je veux pas être raqué, pas raqué, mais je veux pas être inflammé, c'est le démon, je vais prendre des Advil, tout ça se peut là qu'on dirait que c'est comme nocif pendant que des fois on veut justement l'inflammation pour avoir une adaptation musculaire. Il y a des diètes anti-inflammation, même dans les pubs là, les pubs de Tylenol, là, ça fait la grosse zone rouge, là, comme si ton dos était brisé en 2. T'sais. Donc, c'est ça. C'est important de ne pas démoniser l'inflammation parce que c'est quand même un mécanisme d'adaptation principal du corps humain. De toute façon, jamais une Tylenol ou un Advil va régler la douleur que tu as.
Ben, ça va la réduire, mais ça va pas. Temporairement. Ouais, c'est ça, exactement. Tu comprends. Ouais, Va avoir exactement. une physio, va t'entraîner, faire quelque chose, mais clairement, c'est pas la stimulation qui va sauver la vie. Non, à long terme, tu sais. vraiment pas. Puis, dernière question, si je veux bien gérer mon raquage, mes courbatures à travers mes entraînements, Ouais. comment je peux essayer de m'outiller et de planifier mes workouts pour pas que je sois trop raqué, pas assez? C'est quoi les indicateurs que je peux Ouais, c'est une bonne utiliser? question. Tu sais, je dirais que, ben, j'hésite à dire ce que je vais dire, mais mettons, si tu n'es pas raqué, Ouais. ça veut dire que tu peux en prendre plus, par définition, right? C'est que tu étais Ouais. en dessous, mettons, du seuil, mettons, problématique. Ouais. Fait que tu pourrais juste constamment augmenter ton volume ou ton intensité jusqu'à ce que tu tombes au point où est-ce que tu es raqué. Puis ça, c'est comme ton seuil présentement de ton corps. Puis après ça, tu pourrais juste appliquer une petite surcharge progressive additionnelle pour continuer de repousser cette frontière-là. Nombre de reps, nombre de séries, whatever. Distance courue à pied Ouais. ou quantité de dénivelé positif, négatif que tu vas avoir dans ton événement de trail ou la quantité de mètres d'élévation que tu gagnes en vélo, par exemple. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui vont créer la destruction musculaire. Donc, c'est simplement d'y aller avec un concept de surcharge progressive. Mais sinon, il y a aussi la réponse du limite les contractions excentriques. Ça va t'aider à réduire ton potentiel d'être courbaturé. Réduis ton amplitude articulaire. Donc, va pas, mettons, aussi profond dans ton squat, par exemple. Okay. Souvent, quand on est en période de compétition avec nos athlètes, on va juste faire les mêmes mouvements, même intensité, mais on va réduire un peu l'amplitude. Comme ça, ils ont quand même les effets de l'entraînement sans avoir l'aspect un peu plus traumatisant de la pleine amplitude. Donc, ça, c'est des stratégies que tu peux mettre de l'avant pour être un peu moins courbaturé. Et finalement, je parlais de surcharge progressive, c'est simplement de augmenter un petit peu le stress mécanique à chaque fois pour repousser le moment où est-ce que les courbatures apparaîtraient. Puis si je vais à l'échec musculaire plus souvent, ou est-ce qu'il y a une corrélation en fait entre l'échec musculaire, aller jusqu'à temps que j'arrive plus à lever le poids versus non? Tu as clairement un potentiel hypertrophique qui est augmenté si tu vas à l'échec. Puis quand tu as le potentiel de courbature, je te dirais que ça dépend aussi de ton volume total. Si tu faisais une seule série à l'échec, peut-être que tu serais moindrement courbaturé versus si tu fais 8 séries à l'échec, là, tu as 8 fois un gros signal excentrique de faire plusieurs fois les reps. Donc ça, il y a plus de chances de créer des courbatures. Donc c'est vraiment une question de dosage entre l'intensité, l'amplitude, le type de contraction, le volume total. C'est quand même une réponse qui est un peu complexe à fournir. Genre, si tu fais ça, tu seras pas raqué. C'est très individuel, mais ça reste de partir de ce qui est gérable par le corps en termes de stress, puis d'en appliquer un petit peu plus pour éloigner ça. D'où l'importance de noter. Vraiment. Tu fais autant la course qu'au gym, de pouvoir voir un comparable, parce que si tu te souviens pas de ta séance de la semaine passée, t'en refais une, peut-être t'en fais pas assez, peut-être t'en fais trop, tu vas être trop raqué. Puis là, tu sais, fait que je pense que de prendre des notes sur tout ce que vous faites à la maison, c'est à la maison. C'est clair que ça vaut la peine de pouvoir gérer tous les aspects. Justement. C'est bien dit, puis je rajoute une couche, je dirais, ne pas analyser les choses en isolation. Tu sais, c'est pas une seule séance. Tu sais, c'est est-ce que tu as eu suffisamment de sommeil? Est-ce que c'est un enchaînement de séances qui vont créer ces courbatures-là? Parce que tu sais, il y a toujours un moment entre l'entraînement, petit délai et apparition des courbatures. Fait que tu as le temps de rentrer d'autres entraînements peut-être avant que les courbatures apparaissent. Sur mon point, niveau sommeil, est-ce que ça a une incidence sur les courbatures? Si j'ai un gros workout qui d'habitude ne m'aurait pas raqué parce que mon volume est correct, parce que j'ai une petite progression dans mon entraînement, est-ce que si je dors pas beaucoup cette nuit-là, il y a plus de chances que le lendemain, je sois plus raqué? Potentiellement, parce qu'il y a quand même un phénomène réparateur qui se produit pendant le sommeil. Tu sais, juste d'un point de vue hormonal, tu as des pulsations de ton hormone de croissance. Tu sais, t'as des glandes qui vont sécréter l'hormone de croissance, pas genre bodybuilding, genre dopage, mais d'une manière naturelle. Puis plus tu dors longtemps, plus tu as accès à ces cycles de relâchement hormonal qui, lui, va aider la guérison. Fait que je dirais d'une manière spéculative, oui, mais j'ai jamais lu d'études sur comme gros workout, petit sommeil, potentiel de courbature, gros workout, gros sommeil, potentiel de courbature. J'ai jamais vu ça. C'est pas trop tard pour le faire. Non, je sais. Demain. S'il y a des gens qui sont intéressés de ne pas dormir, de faire le test. Mais je pense que ça fait le tour des questions que j'ai par rapport aux courbatures. Et tout ce que tu voulais ajouter que j'ai pas pensé? La seule chose que j'ajouterais, c'est la différence homme-femme dans les courbatures. Ça a été montré qu'il ne semble pas avoir de différence dans le potentiel d'être courbaturé pour les hommes et pour les femmes. Une fois que tu es courbaturé, ça dure la même période de temps. Par contre, souvent, les femmes sont un petit peu moins, ils ont un petit peu moins de fibre 2.
Donc, il y a un potentiel d'être hacké un petit peu plus faible. Donc, ils sont souvent capables de faire des plus grosses distances ou de répéter l'effort un petit peu mieux que les hommes. Mais ça, c'est d'un point de vue populationnel. Il y a des différences individuelles, mais ça reste quand même intéressant pour nous, en tant que coach, de penser à comme homme-femme, type d'entraînement. Absolument. Ouais. Tu sais, mettons, moi, après un entraînement, souvent en intervalle, même à vélo, le lendemain, je suis un peu inutile, tu sais, versus, mettons, ma copine, qui est une femme, elle peut faire un gros entraînement, puis le lendemain, quand même faire une belle longue distance sans trop souffrir, tandis que moi, je suis comme, chaque coup de pédale est comme, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est comme un rappel que j'ai à chaque jour de la différence homme-femme, quant aux courbatures. Ouais. Cool. Super intéressant. Merci, Frank. Merci, Mike.